en réalité, le rôle de la femme doit aller au-delà de la sensibilisation. The overwhelming majority of members were in support. 31st of October 2000, the Security Council recognized for the first time the role that women have been playing. Those in favor, please raise their hand. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 1325. Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 1325, reconnaissant officiellement le programme Femmes, Paix et Sécurité, l'impact des conflits sur les femmes et le rôle important que jouent les femmes dans la prévention, la résolution et la reconstruction post-conflit des conflits. Depuis lors, 9 autres résolutions du Conseil de sécurité ont été adoptées, traitant de la participation active et efficace des femmes et de la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Le programme Femmes, Paix et Sécurité, communément abrégé en WPS, repose sur 4 piliers: la participation, la protection, la prévention, les secours et le relèvement. Aujourd'hui, 32 pays africains ont adopté des plans d'action nationaux pour mettre en œuvre les FPS. Bienvenue dans la 4e saison du podcast She Stands for Peace, une série du Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine, soutenue par le ministère norvégien des Affaires étrangères. Cette saison, nous examinerons l'état actuel et les opportunités futures du programme de paix et de sécurité des femmes en Afrique en approfondissant les 4 piliers du programme. Jusqu'à présent dans la saison, nous nous sommes concentrés principalement sur la participation et en partie sur la prévention, même si nous avons principalement discuté des préventions dans le contexte de la participation des femmes aux mesures préventives telles que les systèmes d'alerte précoce. Dans le dernier épisode, nous avons discuté du dialogue intergénérationnel et de la participation des jeunes femmes à la consolidation de la paix. Dans cet épisode, nous tournons notre attention vers le pilier de la protection en approfondissant la protection des femmes artisans de la paix et des défenseurs des droits humains des femmes. Les menaces et les risques pour les femmes artisans de la paix et les défenseurs des droits humains des femmes sont très variés, physiques comme la torture et le viol, émotionnels comme un traumatisme secondaire et économiques comme la perte d'emploi et un accès financier limité. Souvent, ils ont des connotations sexuelles et visent à ternir leur réputation et leur crédibilité au sein de leur communauté. Nous partagerons un lien dans les notes de l'émission vers le rapport 2020 du réseau d'action de la société civile internationale qui contient une matrice indiquant l'éventail des menaces et leur impact sur les femmes artisans de la paix. Chantal Mutamourissa, une féministe et défenseur des droits humains dont le travail s'attaque à la résilience économique et aux moyens de subsistance des femmes et des enfants burundais réfugiés en Ouganda. Elle a également travaillé dans le domaine des droits de l'homme en Gambie, à Genève et au Mali. Suite à la publication du rapport de la Commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits humains au Burundi, elle est devenue la cible d'une campagne de diffamation sexiste en ligne. Un avertissement que certains auditeurs
pourrait trouver son histoire déclencheur? Je pense que les femmes défenseurs vivent beaucoup de défis, et surtout les femmes défenseurs qui viennent des pays en conflit ou des pays qui sont en instabilité, qui vivent une instabilité politique, comme le Burundi. Je peux prendre l'exemple de ce qui m'est arrivé en 2017. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a créé une commission d'enquête sur le Burundi pour examiner les événements qui se sont passés en 2015 et après. Et la commission a présenté son premier rapport en septembre 2017. À ce moment-là, moi, je me trouvais en Ouganda, et c'est là où j'ai commencé à avoir des messages sur Facebook, sur Twitter, soit disant que le président de la commission d'enquête a eu une affaire avec moi et a eu des relations avec moi, une personne que je connais même pas, et donc les détracteurs, ou alors ceux qui ont monté cette campagne de diffamation, ont commencé à fouiner même dans mes dossiers de défenseurs de droits de l'homme, jusqu'à ce que ils aillent fouiner dans les rapports que j'avais envoyés dans le passé. Et donc, j'ai eu plusieurs messages vraiment dégradants, surtout sur Twitter. Je me rappelle un jour où je me suis réveillée avec 2000 tweets sur ça. Ils ont pris des photos, ils collaient des photos du président de la commission avec mes photos. Et je pense que j'étais une bonne proie, parce que j'ai travaillé aussi avec un ancien président du Burundi qui n'était pas très aimé par ce régime. Ouais, voilà en résumé ce que je peux dire. Je pense que quand il s'agit de la protection des femmes défenseurs, surtout en rapport avec les attaques qu'elles subissent sur les médias sociaux, il faut que les détenteurs des médias sociaux comme Meta, Twitter et LinkedIn et autres puissent quand même être sensibles à cette question et pouvoir détecter ces menaces à temps pour qu'on puisse empêcher justement à ce que les messages soient diffusés. Par exemple, les attaques qui m'en sont arrivées, ça a duré au moins 3 semaines ou même un mois. Et je pense qu'on aurait pu arrêter ça plus tôt. Ça, c'est un. Puis de deux, je pense qu'il faudrait peut-être renforcer les capacités en matière digitale, les capacités des femmes défenseurs, pour qu'elles puissent savoir comment se protéger contre ces attaques. Et s'agissant peut-être des attaques physiques ou menaces, je pense qu'il faut adopter quand même des mesures et des lois qui protègent les femmes défenseurs contre toutes sortes d'attaques. Ça s'applique aussi par rapport aux médias sociaux. Les États devraient quand même adopter des mesures qui visent à réguler les médias sociaux pour que ces messages ne puissent pas prendre des proportions, de grandes proportions. Je pense qu'il y a moyen d'arrêter les menaces à temps. Dans les épisodes précédents de She Stands for Peace, nous avons parlé à de nombreuses femmes artisans de la paix et défenseurs des droits humains, dont les histoires, comme celle de Chantal, nous donnent une idée claire de la raison exacte pour laquelle des interventions urgentes sont nécessaires pour assurer leur protection. Le 18 décembre 2013, l'Assemblée générale a adopté une résolution historique sur les défenseurs des droits humains, DDH, reconnaissant leur rôle essentiel, notamment le rôle et la protection des femmes défenseurs des droits humains. La résolution sur les défenseurs, et en particulier sur les femmes défenseurs des droits de l'homme, qu'a adopté l'Assemblée générale des Nations unies en 2013,
est une résolution qui est venue à un moment où nous avons observé un accroissement des attaques contre les femmes défenseurs des droits de l'homme, en particulier dans les pays en conflit ou en post-conflit ou dans les pays en instabilité. Et 11 ans après l'adoption de cette résolution, nous constatons malheureusement que les femmes défenseurs des droits de l'homme continuent de faire l'objet d'attaques, continuent de travailler dans un environnement hostile. Nous voyons aussi que les femmes défenseurs des droits de l'homme continuent aussi dans les pays, en particulier des pays qui connaissent encore des conflits ou l'instabilité. Ces femmes défenseurs des droits de l'homme continuent à payer le plus lourd tribut en termes de leur vie. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que 11 ans après, lorsque nous regardons cette résolution qui visait exactement à demander aux États de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces femmes, pour reconnaître le travail de ces femmes, s'assurer que ces femmes puissent jouir de leur droit à l'association, de leur droit au rassemblement pacifique, de leur droit à l'expression et aussi d'une protection adéquate pour que ces femmes puissent faire le travail. Donc, 11 ans après, on constate quand même que ces femmes continuent de vivre encore dans un environnement difficile et dans un environnement qui est hostile à leur travail. Je dirais ici que pour moi, il est important de souligner que depuis 11 ans que cette résolution a été adoptée, il y a des actions qui ont été menées dans certains pays, y compris aussi l'adoption par certains pays des lois spécifiques de protection des défenseurs des droits de l'homme, qui inclut aussi une provision spécifique sur la protection des femmes défenseurs des droits de l'homme. Mais il faut reconnaître aussi il reste beaucoup à faire encore. Et beaucoup à faire en ce sens qu'aujourd'hui, les femmes continuent de faire face à des défis majeurs, y compris dans les processus de paix, par exemple. Et c'est pour cela d'ailleurs que le récent rapport du rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme qui a été présenté au Conseil à l'Assemblée générale a également soulevé la nécessité de protéger les femmes défenseurs des droits de l'homme qui travaillent dans les processus de post-conflit ou les processus de construction de la paix, mais aussi mon rapport tout récemment également où j'ai appelé la communauté internationale à s'assurer que les femmes et les femmes défenseurs des droits de l'homme sont inclus à la fois dans les processus de construction de la paix, mais aussi dans aussi les négociations de paix. Si on voit à peu près ce qui s'est passé tout récemment en Afghanistan, par exemple, où les femmes ont été exclues des discussions, des négociations sur la paix, mais on voit dans la réalité que ces femmes défenseurs des droits de l'homme qui défendent les femmes d'une manière générale sont les premières victimes, mais ces femmes n'ont pas été à la table pour aussi dire ou apporter leurs idées également sur ce que doit ressembler l'Afghanistan de demain. Donc, il faut à la fois, de mon point de vue aujourd'hui, pour que cette résolution résolution de 2013 puisse être appliquée, que les États à la fois prennent des mesures, comme la résolution l'a dit, au niveau national d'abord, pour s'assurer que les lois et les législations au niveau national protègent spécifiquement les femmes défenseurs des droits de l'homme, que leur travail soit reconnu et soutenu. Il faut que les mouvements dirigés par les femmes puissent avoir les ressources nécessaires pour continuer de faire leur travail. Si nous voyons tout le travail que ces femmes ont fait durant la pandémie de COVID-19, où ces femmes ont apporté des soutiens à la communauté lorsque nous étions tous enfermés, nous ne pouvions plus voyager. C'était ces femmes chaque jour qui apportaient de l'aide aux malades de COVID-19. Et il faut aussi qu'au niveau international aussi, qu'on puisse continuer à prendre des mesures, des résolutions, mais à rappeler aussi leurs États à leurs obligations de protéger les femmes défenseurs des droits de l'homme, qui sont, je le dis, et je l'ai mentionné dans mon rapport, aujourd'hui, le fer de lance
du futur de cette planète, le fer de lance des mouvements aujourd'hui à la fois sur la question climatique, sur la question des inégalités et sur la question de la démocratisation. Et aujourd'hui, c'est les femmes qui sont devant. Lorsqu'on regarde le Soudan, le Myanmar, on voit que c'est les femmes aujourd'hui qui mènent le combat pour la liberté, pour une société égalitaire. En janvier 2022, le gouvernement norvégien a annoncé qu'il financerait le guichet de financement du nouveau Fonds pour la paix et l'aide humanitaire pour les femmes, WPHF, destiné aux femmes défenseurs des droits humains dans le but d'accélérer, je cite, « les secours efficaces pour les femmes qui risquent tout et mieux. Protéger la participation des femmes », a déclaré son Excellence Madame Anniken Huitfeldt, ministre des Affaires étrangères de Norvège, l'a exprimé dans son discours d'ouverture lors du lancement du programme. Le Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire, WPHF en anglais, donc est un fonds des Nations Unies qui a été établi en 2016 vraiment pour soutenir les organisations de femmes, les organisations dirigées par des femmes ou les organisations de droits des femmes dans des pays en conflit et en crise. Et donc la façon dont le fonds fonctionne, c'est qu'il fournit donc des subventions jusqu'à $200,000, mais qui peuvent aller depuis $2,500 jusqu'à $5,000 pour que ces femmes puissent répondre donc aux crises auxquelles elles sont confrontées. Donc ça va de la prévention des conflits à la médiation, à la lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le genre, à la consolidation de la paix, etc., etc. Donc la manière dont le fonds soutient, promeut la protection des femmes défenseuses des droits humains et des femmes dans les pays en conflit, elle est multiple. La première, c'est que les femmes peuvent inclure dans leur demande de subvention toute une myriade d'activités qui sont liées à leur protection. Donc le fonds fournit des financements très flexibles qui permettent ce genre donc d'activités d'être incluses dans les demandes de subvention. La deuxième manière dont elles peuvent donc bénéficier de subventions pour leur protection et la protection de leur organisation, c'est à travers ce qu'on appelle financement institutionnel. Donc on a une fenêtre spécifiquement dédiée au financement institutionnel, c'est-à-dire que les organisations ne sont pas obligées de soumissionner pour un projet. Elles peuvent uniquement demander des financements pour financer leur mandat et pour financer leur organisation en tant qu'organisation. Et on trouve que c'est très important dans ces pays qui sont confrontés à des crises, à des guerres, à des crises humanitaires, de pouvoir faire en sorte que ces organisations en tant que telles soient viables. Et donc à l'intérieur de ces subventions pour le financement institutionnel, elles peuvent donc demander du financement pour leur protection individuelle ou en tant qu'organisation. Et donc ça inclut des coûts liés par exemple à la protection des locaux de l'organisation, à la protection digitale, qui est une question aussi évidemment qui est croissante dans ce qu'on a pu constater. Et puis enfin la troisième manière dont le Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire, WPHF, soutient donc la protection des femmes défenseuses des droits humains dans les pays en guerre, ou en conflit ou en crise, c'est à travers une fenêtre de financement dédiée que le fonds a établie en 2021 à la suite de la prise de l'Afghanistan par les talibans. Donc il a été jugé utile par le fonds et ses partenaires de dédier une fenêtre de financement exclusivement liée au financement des individus et pas des organisations, où les femmes peuvent postuler pour financer leur protection. Et donc ces financements peuvent inclure la relocation, donc par exemple à l'intérieur du pays dans un endroit plus sûr, ou alors à l'extérieur du pays. Évidemment, notre financement inclut toujours ce qu'on appelle les dépendants, donc les familles, puisqu'on sait que les femmes défenseuses des droits humains, s'il y a une spécificité aussi, c'est qu'elles ne bougeront pas si elles ne peuvent pas emmener leurs enfants, leurs familles, et aussi parfois des personnes dont elles s'occupent qui ne sont pas forcément leurs descendants. Ça peut être des parents, ça peut être des frères et des sœurs. Donc tout ça, c'est inclus dans le financement. Et ça inclut également donc des questions de protection sur la sécurité, toujours la protection digitale qui est très importante, et une question que nous avons vu émerger de plus en plus au fil des années, qui est la question de la santé mentale. Donc ces femmes qui sont vraiment très isolées parfois dans leur travail ont aussi des soucis liés à la santé mentale, et ce sont des choses qu'il faut aussi prendre en compte de plus en plus dans le soutien que la communauté internationale en général et les acteurs qui travaillent dans ce domaine fournissent aux femmes défenseuses des droits humains dans les pays en conflit.
Donc la question était par rapport à la manière par rapport aux changements qui doivent être introduits dans la manière dont la protection des femmes défenseuses des droits humains est financée. Je pense que nous devons vraiment aborder les choses d'une manière totalement nouvelle et adopter un nouveau paradigme dans notre soutien aux femmes dans les pays et à leurs organisations dans les pays en crise, alors que nous allons célébrer bientôt en 2025 les 25 ans de la résolution du Conseil de sécurité 1325 sur les femmes, paix et sécurité. On a besoin d'un changement de paradigme d'abord parce qu'on a un changement du contexte international. Les conflits et les crises sont non seulement plus nombreux, mais ils sont aussi différents dans leur nature. Ils ont changé dans leur nature et les femmes et leurs organisations sont aujourd'hui vraiment au cœur de ces conflits. Bien sûr, d'abord parce que les femmes et les filles sont affectées directement et dans leur spécificité par les guerres et par les crises humanitaires. Aussi parce qu'on le sait depuis un certain temps et nous avons désormais toute la recherche qui soutient cette affirmation, mais nous savons que les femmes et leurs organisations sont au cœur de la solution parce qu'elles sont connectées à leur communauté, parce qu'elles sont connectées aux besoins et qu'elles connaissent le terrain. Et donc, elles doivent être vraiment au cœur de la réponse et aussi parce que elles travaillent d'une manière holistique sur les sujets, en abordant le sujet sur ces différents angles de manière simultanée. Et ça, on a besoin vraiment de plus en plus de projets qui abordent les problèmes ou de solutions plutôt qui abordent les problèmes de manière holistique et pas par des petits bouts. Et donc, le contexte a aussi changé parce que les femmes maintenant sont instrumentalisées et qu'elles sont maintenant au cœur des conflits et des discours en fait que l'on entend autour des conflits, des guerres, des discours autoritaires de certains régimes, des acteurs non armés et les femmes et leurs droits, leur corps, leur voix sont vraiment au cœur aussi du conflit. Et donc ça appelle la communauté internationale à s'interroger sur la manière dont on peut vraiment soutenir ces organisations de femmes en tant que force du changement et en tant que force qui travaillent en faveur de la paix sur des solutions qui sont concrètes et qui sont centrées sur l'humain. Et je pense qu'il faut aussi remettre ça au cœur sur les droits d'abord et sur l'humain. Pendant mes 7 ans à la tête du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti dans mon travail quotidien, que j'ai pu voir de manière très forte, la manière dont les femmes vraiment font une différence concrète dans la réponse qu'elles fournissent aux guerres et aux crises à tous les niveaux. Et ça doit être aussi peut-être un peu plus visibilisé dans l'avenir. Mais peut-être rapidement pour répondre plus précisément et plus concrètement à votre question, la manière dont le financement doit être abordé dans le futur, c'est d'abord plus de financement, parce que je pense qu'il reste encore beaucoup à faire en termes de quantité de financement ou de montant de financement qui va directement aux organisations locales de droits des femmes. Ça, c'est très important. Le caractère local aussi, évidemment, est central. Il faut aussi beaucoup plus de flexibilité dans le financement que nous apportons pour que les femmes puissent financer aussi leur protection et leurs activités, leur participation, le mandat de leur organisation. Il faut que peut-être nous sortions des subventions fondées sur les projets pour passer à des financements fondés sur le mandat, pour qu'on puisse financer des organisations qui en elles-mêmes sont finalement des projets. Nous avons aussi certains réflexes en tant que bailleurs, en tant que fournisseurs de fonds, qui ne sont plus adaptés à la réalité des pays où nous travaillons, où parfois il y a des groupes armés non étatiques. C'est tout pour cet épisode de She Stands for Peace. En attendant la prochaine fois, défendez la paix avec le programme africain sur les femmes, la paix et la sécurité.